Olivier a raison. Olivier a raison. La vérité sort souvent de la bouche des enfants. Et tu en as, j'en ai aussi. Et il se trouve que ma plus grande fille, qui a le malheur de faire Sciences Po, enfin mon malheur à moi, parce que cela excite les discussions, évidemment m'interroge sur nos propositions. Alors je lui parle de ce que notre direction nationale va proposer pour demain, de nouvelles conventions, de nouveaux travaux, d'égalité dans les faits, dans les actes. Et la vérité sort de la bouche des enfants. Et elle me répond, mais pourquoi est-ce que tout cela en 4 ans n'a pas été fait ? Et dans ce contexte-là, je trouve que l'échange que nous avons entendu tout à l'heure, et l'adresse d'Olivier d'abord à Hélène, puis à tout le monde, je le cite, « Je souhaite que chacun puisse rêver le plus longtemps possible », au prisme de ces futures conventions, au prisme de ces futurs travaux, je trouve que cette phrase prend une résonance particulière. Chers camarades, chers amis, d'abord, je voudrais dire un mot d'amitié et de remerciement aux équipes du parti, en particulier nos permanents, bénévoles, le service d'ordre, à toutes celles et ceux qui œuvrent à une bonne organisation de notre congrès. Ça n'avait pas été dit, je pense que je peux le dire pour tous les candidats et tous les militants. Je salue également toutes les militantes, tous les militants qui ont participé à l'élaboration des contributions générales ou thématiques. Leur engagement, leur rapport intellectuel nous oblige. Et puis je veux saluer avec le respect que commande, comme la franchise, la camaraderie sincère, Hélène et Olivier. Et oui, nous aurons un débat, et je forme le vœu qu'il soit exigeant autant que fraternel. Parce que je vais le dire comme je le pense, pour ma part, j'ai regretté, et je continue de regretter, les querelles vaines, les tristes piques qui égrènent jusqu'à aujourd'hui, mollement, nos conseils nationaux et depuis trop longtemps. Et ce n'est pas la dernière des raisons pour lesquelles tant de nos camarades, las de cette mauvaise ambiance, nous ont quittés. Comment rassembler les Français, comment rassembler la gauche, si nous ne sommes pas capables de nous rassembler entre socialistes. Un débat, ce n'est pas un pugilat, et ce sera l'état d'esprit qui nous animera, qui nous anime ce matin chez Refondation. Chaque militant doit être simplement écouté et respecté. Alors, il y a sans doute dans d'autres familles politiques, partenaires, adversaires, une forme de jalousie à nous voir vivre un tel moment démocratique, parce que nous sommes un parti démocratique. Alors, certains à l'extérieur s'expriment de l'extérieur, parfois nous ayant quittés d'ailleurs, à la place, à notre place, et cherchent peut-être à imposer leur vue chez nous. Bon, je le dis simplement à tous les camarades, ne nous laissons pas dicter nos choix. Le Congrès socialiste, le Parti socialiste, il appartient aux militants et à tous les militants socialistes et à personne d'autre. Chers amis, notre congrès, il est décisif, cela a été dit, pour la gauche. Je crois que c'est Corinne qui l'a dit, il peut être décisif pour notre pays. Décisif parce qu'il s'inscrit dans un moment d'une profonde gravité. En Europe, en France, les temps telluriques, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, donc en Europe, dans bien d'autres pays aussi, le recul des droits, la montée des totalitarismes, l'accroissement des inégalités, l'inflation galopante, l'explosion des prix. Le pouvoir de vivre régresse comme jamais. Et dans ce monde, les citoyens hésitent. Oh, ils désavouent plutôt les solutions libérales. Mais ils regardent les options autoritaires. Bolsonaro, Trump, Meloni, Orban, Erdogan, Poutine. Tels sont les visages, demain Le Pen, de cette régression autoritaire qui menace les droits et d'abord ceux des femmes, cultive la violence et la haine de l'autre. En France aussi, l'extrême droite est aux portes de l'Élysée. Et ce n'est pas la moindre des gravités. Quant à la gauche, soyons lucides. Malgré tous nos efforts, et ce n'est insulter personne ici, elle représente moins de 30%,
et constitue le plus faible des trois blocs, l'extrême droite, la droite macroniste, la gauche, le plus faible des trois blocs qui structurent désormais notre paysage et notre vie politique. Alors voilà le véritable enjeu de ce congrès. Comment faire passer la gauche de 30 à 50%? Comment reconstruire la gauche? Comment la refonder pour en faire à nouveau une alternative ambitieuse, mais crédible, majoritaire dans le pays, pour barrer la route à l'extrême droite et porter l'espérance? Certains d'entre nous pensent peut-être qu'il faudrait revenir en arrière, les neiges d'antan, une forme de nostalgie. Bon, pour notre part, nous pensons, et je crois que c'est largement partagé, que la nostalgie, encore moins l'aigreur, ne pointe que très rarement le chemin de l'avenir. Et puis d'autres ont déjà dit, et c'était intéressant d'ailleurs, ce matin, que finalement, il n'y a qu'une voie possible, puisque nous pensons tous pareil. Si nous pensons tous pareil, nous ne pensons plus rien. Qu'il n'y a pas d'alternative. Mais qu'il n'y a pas d'alternative. Mais mes camarades, depuis quand nous est-il arrivé à nous, socialistes, d'emprunter les mots de Margaret Thatcher? Il y a toujours une alternative. Et pour ma part, peut-être comme vous, j'aime bien Renaud, mais je préfère Tonton à Miss Maggie. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous pensons que ce congrès ne doit pas être réduit au sempiternel même choix, aux mêmes querelles de personnes. Parce que sans débat sur le fond, ce parti, là encore, disons-le nettement, continuera de se diviser et de départ en scission achèvera de se dessécher. Et nous ne nous y résignons pas. Alors dans ce congrès, sans être provocateur, nous sommes avec Refondation, cela a été dit d'ailleurs par soustraction, c'est un élément factuel, la seule nouveauté. Les seuls à proposer en réalité un nouvel espace, une voie centrale, et je vous demande d'être attentifs et de bien mesurer ce point-là, la seule voie, en réalité, capable de rassembler tous les socialistes. Olivier, puisque tu m'as interpellé sur ce point, je veux y répondre très simplement. Tu nous as demandé, mais alors avec qui allez-vous vous allier? Et de ce point de vue-là, tu pourrais, et tu es, une sorte de source d'inspiration, puisque sous ta direction, nous avons réussi la synthèse avec LFI, dans le cadre de l'ANUPS. Alors nous sommes plus modestes. Notre ambition est simplement de rassembler autour de notre voie centrale tous les socialistes, quel que soit leur texte d'orientation d'origine, qui le voudront. Tout simplement, parce que, et je vais y venir, parce que nous sommes ici tous socialistes, et je regrette, pour ma part, de constater que l'âpreté et parfois l'aigreur des débats semblent plus importantes ici entre des socialistes qu'entre notre direction et d'autres familles politiques. Comme maire, je le constate tous les jours, les Français nous attendent, mais ils ne nous entendent plus. Ils attendent une gauche qui dessine un chemin, une gauche de la justice sociale, de la transition écologique, une gauche qui affirme son attachement aux valeurs républicaines, en particulier la laïcité, et qui les traduit dans les actes, en luttant contre toutes les discriminations. Une gauche humaniste, qui ne cède rien à l'extrême droite. Une gauche qui renforce et prolonge la construction européenne, toujours avec l'exigence de la souveraineté des peuples. Une gauche qui ne confond pas la radicalité avec l'outrance. Une gauche qui n'est pas dans la nostalgie, mais pas non plus dans la servitude. Une gauche ancrée dans tous les territoires aussi, et pas seulement à l'Assemblée. On a beaucoup parlé de l'Assemblée ce matin, il n'y a pas que l'Assemblée. Une gauche vraiment populaire, et pas populiste. Une gauche qui sait qu'entre le social-libéralisme et le social-populisme, eh bien tout simplement, il y a le socialisme. Et c'est ce chemin que nous voulons refonder. La voie centrale que nous vous proposons, elle est très simple. Ni isolement, ni effacement. Un parti socialiste, non pas dilué dans un accord, mais au cœur de la gauche. Acteur et moteur d'une union, mais d'une union gagnante, et j'y reviendrai. Parce que partout, la gauche l'emporte, en Europe et aussi en France.
eh bien, elle se regroupe autour d'une force socialiste ou social-démocrate, et non derrière ses marges. Et c'est donc autour du Parti socialiste, non pas minoré, mais central, et pas centriste, que nous pouvons demain regagner les cœurs et emporter les convictions. Alors, quel est le rôle d'une direction d'un grand parti politique? Une direction, c'est un cap, une vision. Et pour les 3 prochaines années, à la tête du Parti socialiste, nous fixerons 3 grandes priorités. La première, nous opposer pour proposer. Nous opposer à la politique du gouvernement, bien sûr, à celui qui, en vérité, est son chef, puisqu'il dispose de quasiment tous les pouvoirs. Sans cap, sans boussole, le président s'est cogné sur le réel. Les gilets jaunes ont montré l'impasse de l'autoritarisme, la soif de respect et d'égalité, le cri d'alarme des territoires et des Français oubliés. La crise de l'énergie démontre l'inefficacité du tout marché. Alors le gouvernement, le temps de la crise sanitaire, s'est converti au quoi qu'il en coûte. Mais cette parenthèse se referme, et on le voit sur l'assurance chômage ou sur les retraites. La politique du gouvernement est inefficace économiquement, injuste socialement et inexistante, à vrai dire condamnable et condamnée, sur le plan de l'environnement. Elle le sera demain plus encore, ne nous y trompons pas. Et nous devons continuer de le dénoncer comme le font avec brio nos parlementaires, je pense à nos présidents de groupe bien sûr, et à travers eux tous nos élus, Boris Vallaud, Patrick Kanner. Cela a été dit, donc je n'y reviens pas, prenons les retraites. Je veux juste donner un élément. Quel sens y aurait-il à repousser l'âge légal de départ à la retraite alors que seul 1/3 des plus de 60 ans sont en plein emploi? Pour notre part, nous défendons l'universel et l'égalité. Pas tant le même âge pour tous, mais en réalité l'égalité du pouvoir de vivre, c'est-à-dire du pouvoir de vivre sa retraite en bonne santé. Il faut donc nous opposer au gouvernement, mais aussi, je l'ai dit, nous opposer à l'extrême droite, avec clarté, clarté dans nos votes. Et à ce titre, je soutiens, comme beaucoup d'entre vous, qu'il n'y a pas famille politique plus claire et plus exemplaire dans son intransigeance vis-à-vis de l'extrême droite que le Parti socialiste. Mais clarté sur nos valeurs aussi. Parce que, cela a été dit là encore, et je le partage depuis trop longtemps, et c'est une responsabilité collective, j'en prends aussi ma part, nous avons laissé l'extrême droite, et une partie de la droite macroniste, remporter la bataille culturelle que nous devons réinvestir fièrement, fièrement sur les migrants, fièrement sur la laïcité, fièrement sur la sécurité, fièrement sur les aides sociales et les solidarités. Nous ne laisserons plus l'extrême droite dicter l'agenda politique et pilonner nos convictions. Notre parole politique, je le dis simplement, doit retrouver l'humanité, la dignité, le sérieux et le courage d'assumer ce que nous sommes. Mes camarades, nous avons une deuxième tâche, celle de refonder le Parti socialiste lui-même. D'abord en clarifiant, c'est l'exigence de tous nos militants, sa ligne politique. Écoutons les Français, et sans nous payer de mots, nous sommes dans notre petite enceinte, nous ne sommes plus si nombreux, mais que nous disent nos concitoyens? Qu'ils ne savent plus ce que nous sommes, qu'ils ne savent plus ce que nous pensons, et qu'ils ne savent plus ce que nous portons et ce pourquoi nous nous battons. Ce brouillage, il vient de loin, pas depuis Aubervilliers, bien sûr. Et encore une fois, c'est une responsabilité collective. Le CICE sans contrepartie, la loi travail, la déchéance de nationalité, tout le monde a cela en tête ici. Et pour notre part, nous ne proposerons pas de retour en arrière. Mais il serait malhonnête d'imputer nos résultats électoraux d'après 2017, et en particulier 2022, au seul bilan, par ailleurs tronqué, de nos propres gouvernements avant 2017. Ça ne serait pas très honnête. Car, je vais exprimer une vérité qui, je pense, ne sera contestée par personne,
entre 2017 et 2022, il y a eu 5 ans. 5 ans où notre parti aurait dû, à l'image de ce qu'ont fait nos camarades belges. Alors je sais qu'en France, on a du mal à considérer que les Belges pourraient être meilleurs que nous. Nos camarades allemands, je sais qu'en France, on a du mal à considérer que l'Allemagne est le premier pays européen. Eh bien, comme ont su le faire nos camarades belges et allemands, qui n'étaient pas dans la meilleure des situations il y a 5 ans, mais qui ont travaillé, non seulement sur leur bilan, oui, avec lucidité, sans complaisance, avec bienveillance aussi, et puis aussi sur leurs valeurs, leurs idées, leurs projets. Et eux ont réussi là où nous, collectivement encore, avons échoué. Voilà un des enjeux, et pas des moindres, de ce congrès. Engager les refondations pour être de nouveau identifiés, clairs, au final utiles, refonder l'économie, en redonnant au travail, aux travaux, plusieurs formes de travail, sa centralité. Refonder les rapports sociaux, le pouvoir de vivre, j'y ai fait allusion, refonder notre rapport avec la nature, refonder l'école, la mixité scolaire, si abîmée, redonner à notre jeunesse sa place centrale et sa voix trop souvent confisquée jusque dans nos propres instances. Refaire de l'éducation la promesse républicaine, refonder notre République en défendant les services publics, c'est un point qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, dans tous les territoires, et pas seulement les métropoles, mais aussi les villes moyennes, la ruralité, les petites communes, comme on dit, et les outre-mer. Et puis la refondation, c'est aussi notre organisation politique, il faut bien l'aborder. Alors moi, je vais le dire d'une formule, certains la trouveront provocatrice, elle aura peut-être le mérite de marquer les esprits. Moi, je pense que nous devons redonner une envie de parti, plutôt qu'une envie de partir. Cette envie de parti, c'est d'abord l'exemplarité entre les femmes et les hommes dans l'égalité, dans les actes. Et notre première décision, elle est simple, elle est symbolique, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Dès l'élection, nous soumettrons par référendum, avec application immédiate, une réforme des statuts qui instaurera notamment un binôme paritaire à la tête de notre parti et qui permettra une direction paritaire à chaque échelon, section et fédération. Parce qu'il n'est plus possible, et je le dis comme je le pense, de taire ces incohérences hypocrites qui font qu'à l'Assemblée, nous sommes passés de 50% à 30% de députés socialistes femmes. Les femmes ne sont pas la variable d'ajustement, comme cela a trop souvent été le cas ces dernières années. Redonner envie de parti, c'est remettre les militantes et les militants au cœur de la vie de parti. Là aussi, cela aurait dû être fait. Les associer, les consulter, c'est facile aujourd'hui, on a tous les outils. Leur permettre de voter en ligne, référendum d'initiative militante, trancher les questions stratégiques et ne pas attendre nos moments de congrès. Respecter les minorités. La minorité, ça n'est pas une opposition. La minorité, c'est une autre façon de penser le socialisme au sein de notre famille socialiste. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, redonner envie de parti, c'est remettre le parti au travail. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples, des webinaires, un lab des idées. Je voudrais insister sur un point. Les territoires, les actions de nos élus dans les départements, dans les régions. Comment se fait-il que François Bonneau, Marie-Guy Dufay, les amis de Carole Delga, de Loïc Chéné-Girard, d'Alain Rousset, bref, de la totalité des 5 régions métropolitaines gérées à gauche, comme tant d'autres maires et élus départementaux, présidents de département, nous rejoignent et nous soutiennent chez Refondation. Peut-être, parce que nous sommes ensemble convaincus qu'une grande direction d'un grand parti politique doit être fière de ses élus locaux, de ses militants, de leurs actions, et travailler tous les jours avec eux en défendant la décentralisation face au jacobinisme arrogant du président de la République. Et puis enfin, notre troisième tâche sera de rassembler la gauche. Est-ce que la NUPS constitue le cadre indépassable de l'union de la gauche? D'abord, écartons les faux débats. Le rassemblement de la gauche, il existait avant la NUPS. Il se fait partout, à Rouen, à Vaux-en-Velin, en Occitanie, dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne, dans bien d'autres territoires, et depuis bien longtemps. Nous sommes pour le rassemblement de la gauche et nous ne croyons pas aux gauches irréconciliables. En revanche, ce serait sympa qu'on ait une famille socialiste un peu plus conciliante.
la NUPS ne mérite ni excès d'indignité, ni excès d'honneur. Ce n'est ni la promesse de l'aube, ni le crépuscule des dieux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais une observation. Si l'objectif de cet accord électoral avait été de faire gagner la gauche en optimisant partout ses chances de victoire, alors les meilleurs candidats, quel que soit, à vrai dire, leur parti d'origine, auraient été choisis et retenus dans toutes les circonscriptions. Est-ce que cela s'est passé comme cela? Au final, cet accord n'a pas permis de gagner. C'est un fait. À vrai dire, nous avons perdu, et même largement. Donc nous pensons que ce cadre politique est utile, certes, et en particulier à l'Assemblée. On ne va pas demander à nos députés de ne plus parler aux députés LFI, ce serait absurde, mais qu'il n'est pas suffisant et qu'il n'est surtout pas durable pour gagner. Car à vrai dire, quelle logique faudrait-il, par quelle logique faudrait-il considérer qu'un accord électoral tactique passé qui s'est soldé par une défaite hier nous conduirait demain à la meilleure stratégie pour l'emporter? Et puis ne soyons pas naïfs, ne voyons-nous pas maintenant les conséquences dans les territoires? Ne soyons pas non plus cyniques, et je le dis un peu solennellement, vis-à-vis de nos camarades, de nos militants socialistes qui se battent partout, souvent dans les minorités, dans des territoires difficiles, et qui espèrent, et ce n'est pas une attaque, un soutien de la direction, quelle qu'elle soit, demain. Ces camarades, je pense à nos maires, à nos élus locaux, depuis cet accord de 2022, ils se posent des questions, ils s'inquiètent, légitimement. Alors là encore, je le dis très tranquillement, pour les futures échéances, pour notre part, notre direction du Parti socialiste défendra les candidatures socialistes. François Mitterrand, il a été cité, il n'était pas le plus mauvais architecte des grandes victoires, et il a tracé une perspective qui reste juste. La question n'est pas de savoir si nous voulons ou pas l'union de la gauche. La question est de dire quelle sorte d'union nous voulons et comment nous pouvons en constituer le centre. D'abord en rassemblant les nôtres. Moi, je regrette qu'Emmanuel Morel, que Bernard Cazeneuve nous aient quittés ces dernières années. Il y a aujourd'hui plus de socialistes, songeons-y juste un instant, en dehors du Parti socialiste qu'en son sein. C'est réjouissant? Une direction d'un grand parti politique, on a eu l'échange tout à l'heure, ne devrait jamais dire « partez ». Elle devrait toujours dire « venez et on travaille ensemble ». Et puis, rassembler les autres. Rassembler les autres. D'abord, là encore un constat. La NUPS ne résume ni toute la gauche, c'est un fait, ni même toutes les formes de rassemblement de la gauche, c'est aussi un fait. Et donc, quelles que soient nos différences d'opinion, nous serons mécaniquement amenés, non pas à la suspendre, mais à la dépasser. La dépasser pour aller plus loin, pour parler d'abord à toute la gauche, et pas simplement les partis politiques, mais aussi la gauche hors les murs, les associations, les syndicats, les intellectuels, les citoyens. Et pour aller plus loin, pour la dépasser, je voudrais faire quelques propositions. Parce que l'objectif, c'est d'en changer le centre de gravité. Le centre de gravité. Ça n'a pas été fait pendant l'accord électoral de 2022. Nous ne nous préoccupons pas vraiment des meubles, mais plutôt des fondations. Et voilà quelques socles qui ne sont pas suffisants, il faudrait parler d'écologie, de social, mais voilà quelques exemples qui, pour notre part, doivent être les éléments indispensables d'une union gagnante de la gauche et des écologistes. J'en citerai rapidement 5. Le premier, c'est l'intransigeance absolue vis-à-vis de l'extrême droite, qui doit se traduire tout simplement par le vote républicain, que tous les partis politiques membres de cette union de la gauche et des écologistes s'engagent à ce qu'à chaque fois qu'il y a un candidat républicain, quel qu'il soit, face à un candidat de l'extrême droite, tous les partis politiques de cette union de la gauche et des écologistes votent et appellent explicitement à voter pour ce candidat républicain. Deuxième socle, la tolérance zéro face aux violences sexistes et sexuelles. Nous avons lu, nous aussi, la contribution pour Christine. Nous avons débattu avec ses autrices. Eh bien, nous vous proposons, là encore,
concrètement, au-delà des propositions qui sont reprises intégralement dans notre texte d'orientation, d'aller plus loin et, pour ainsi dire, nous vous proposons de passer de Christine à Céline. Nous proposons que toutes les formations politiques membres de cette union de la gauche et des écologistes gagnantes s'engagent toutes ensemble à constituer ensemble une seule haute autorité unique, impartiale, sous l'égide d'un magistrat indépendant, respectant les principes du droit, la contradiction, le principe de présomption d'innocence, la transparence, pour prévenir, traiter, sanctionner les violences sexuelles et sexistes au sein de l'ensemble des partis de la gauche et des écologistes. Trop longtemps, ces questions ont été étouffées. Nous en voyons les résultats. Si nous voulons vraiment l'union, alors allons à l'union jusqu'au bout sur ces valeurs fondamentales. Il est temps d'être exemplaires, mais dans les actes. Troisième socle, clarté sur l'Europe. Nous le disons très tranquillement. Tous les membres de cette union gagnante de la gauche et des écologistes doivent s'engager, on peut être alter-européen et être pro-européen, doivent s'engager à ce que les valeurs européennes, à ce que le drapeau européen soit accepté, accueilli et fièrement porté lors de la campagne des élections européennes et partout, tout le temps. Quatrième socle, la défense des droits humains et des minorités opprimées. On n'en a pas tellement parlé ce matin. Ouïghours, Iraniens, Rohingyas, civils palestiniens et tant d'autres. Là encore, n'oublions pas, cela a été dit, le socialisme est un internationalisme. Pedro Sanchez, l'international socialiste. Nous demandons que tous les membres de l'union de la gauche et des écologistes, de cette union gagnante, s'engagent dans tous les pays à défendre les minorités, les discriminés, les oppressés, face à tous les régimes dictatoriaux, illibéraux, antidémocratiques. Cinquième et dernier socle, la défense de la République partout. Et d'abord la laïcité, parce que défendre la République en toutes circonstances, c'est défendre tout à la fois ses valeurs, la laïcité face au communautarisme, aux intégrismes, et ses serviteurs, professeurs, médecins et personnels soignants, l'hôpital, dont on n'a pas trop parlé ce matin, policiers et gendarmes. Policiers et gendarmes ne nous tuent pas, ils nous protègent. La République, c'est eux, la République, c'est nous. Voilà quelques, il y en a bien d'autres, socles fondamentaux d'une véritable union sociale écologiste gagnante pour demain. Une union claire, une union sincère, une union étayée par des valeurs et des convictions. Mes chers camarades, je termine. Je vous ai parlé de notre vision pour le pays, de cette voie centrale que nous vous proposons, de cette alternative, parce qu'il y a toujours une alternative. Je vous ai parlé du socialisme des idées, avec Lamia et tous les camarades de Paris autour d'Anne Hidalgo, avec Claire Fita et les amis d'Occitanie, avec Michael Delafosse à Montpellier, avec Fanny Chappé à Paimpol, Jean-François Debat à Bourg-en-Bresse, avec les camarades du Bas-Rhin, de Meurthe-et-Moselle, de Loire-Atlantique, de Charente-Maritime, de Haute-Vienne, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de Dordogne, du Nord, de l'Aisne, de l'Hérault, de l'Ardèche, d'Île-de-France, de Dijon, Vitrolles, Douai, du Puy-de-Dôme et même de Normandie, et de tant d'autres territoires. Nous sommes candidats pour donner un nouveau souffle à notre parti, une nouvelle direction, c'est-à-dire une nouvelle orientation, une nouvelle incarnation et un nouvel enthousiasme. Trop souvent avons-nous vu ces dernières années dans les yeux de nos camarades, de nos compagnons de route, la résignation de celles et ceux qui n'y croient plus. Trop souvent les avons-nous déçus. Trop souvent nous sommes-nous résignés à accepter comme une fatalité la défaite, le mépris et jusqu'à l'indifférence, plus ou moins polie, devant la fin annoncée de notre propre histoire. Mes chers camarades, je suis venu vous dire, avec tous nos amis de Refondation, que le Parti socialiste n'est pas le parti fataliste, que le socialisme, c'est la force de celles et ceux qui ne se résigneront jamais. Un peu d'oxygène, un peu d'énergie, un peu de bienveillance, un peu de collectif, un peu d'enthousiasme. Jaurès, Mendès, Mitterrand, Moulin, Schulcher, Condorcet ne se sont jamais résignés. Et Blum disait « Quand l'espoir hésite, je ne crois pas que cela appelle des colibés, quand l'espoir hésite, il faut penser à l'humanité.
eh bien, je vous propose de penser à l'humanité, de travailler pour l'humanité et de nous préparer, car demain, nous aurons à changer la France.